bienvenue sur la radio du lycée Félix Meyer. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet sensible, la discrimination. Premièrement, nous verrons la discrimination physique qui est malheureusement bien connue. Nous avons en notre compagnie Louis, Adrien et Franck qui vont traiter la discrimination par rapport au physique. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à notre émission du soir. Nous allons aujourd'hui parler d'une discrimination, et pas n'importe laquelle, la discrimination sur l'apparence physique. Pour cela, nous allons interviewer Franck, 15 ans, victime de harcèlement sur son physique, dans son école depuis qu'il est arrivé au lycée. Alors tout d'abord, bonjour et merci de m'accueillir sur cette émission. Effectivement, je suis tous les jours victime de ce type de discrimination. À cause de mon obésité, je dois faire face au quotidien à des remarques et à des plus grands que moi, qui portent sur mon physique. Au départ, je les ignorais, mais maintenant, au bout de quelques mois, j'ai du mal à ne pas les éviter, et je me remets en question. J'ai donc essayé d'aller en parler à mes parents, mais je n'y arrive pas car je n'ai pas le courage. C'est pourquoi je me confie ici. Bref, cette situation me ronge, je veux trouver des solutions. Merci à vous Franck pour cette interview fort émouvante. Maintenant, nous avons en ligne dans notre émission Louis, spécialiste dans le domaine pour éclaircir cette situation et nous donner des informations supplémentaires sur le sujet pour vous aider. Bonjour. Avant tout, je vais vous définir cette discrimination. La discrimination selon l'apparence physique porte sur les caractéristiques visibles d'un individu modifiable ou non, qu'il s'agisse de son physique proprement dit, comme la taille, le poids, le visage ou bien encore les cheveux, de sa vêture, de ses tatouages, piercings ou maquillage. Et cela ne cesse d'augmenter, que ce soit pour les jeunes à l'école, comme nous l'a montré Franck, ou bien pour les adultes dans le monde du travail, car même les adultes sont victimes de discrimination sur leur apparence physique. En effet, sur un échantillon de 1000 chômeurs interrogés, 33% estiment avoir subi une discrimination dans leur recherche d'emploi, surtout à travers des questions posées ou sujets évoqués par les recruteurs lors de l'entretien d'embauche. Le critère de l'apparence physique arrive en deuxième position derrière l'âge, avec 8% des chômeurs qui en ont fait l'expérience. Parmi les personnes ayant subi une discrimination sur le physique, 63% la relient aux caractéristiques corporelles, 31% aux attributs extérieurs et 16% aux deux à la fois. L'étude pointe la place première occupée par l'obésité, source d'une stigmatisation. Globalement, les contraintes liées à l'apparence pèsent plus fortement sur les femmes que sur les hommes. Merci beaucoup. Et encore une chose, selon vous, comment faire face à ça ? Eh bien, déjà l'apparence physique a été rajoutée par une loi de novembre 2001 à la liste de motifs de discrimination interdits dans le Code du travail, qui en comporte aujourd'hui 20, comme les origines, le sexe, les mœurs, l'âge ou encore l'opinion politique. C'est donc un premier pas pour stopper ces discriminations, et à l'école, comme pour le cas de Franck, la meilleure solution serait d'aller en parler à des adultes, que ce soit prof ou CPE. Il faut absolument en faire part et ne pas les garder pour soi. On pourra ensuite convoquer ces discriminateurs et les sanctionner. Quant au monde du travail, le principe est le même. On peut aller signaler la discrimination aux défenseurs des droits, comme exemple la HALD, qui a pour mission de lutter contre ça, ou bien à l'inspection du travail, qui pourront étudier le cas et juger les discriminateurs. D'accord, j'irai d'abord raconter cela à mes parents et on ira le signaler dès que possible à l'administration du lycée. Je vous remercie Pierre pour m'avoir éclairé et conseillé. Voilà, merci encore Louis et Franck pour leur intervention et à vous de nous avoir écoutés. J'espère que le message est bien passé. Très bien, on peut dire que c'est une belle entrée en matière. Si on parle de discrimination physique, on peut très bien parler de discrimination mentale. Les deux peuvent avoir un point commun qui est le handicap d'un individu. C'est pourquoi on va voir la discrimination par rapport au handicap avec Margot et Naomi. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une discrimination tristement célèbre, la discrimination du handicap. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est ? Il se définit comme l'incapacité d'un individu à mener à bien une activité à cause d'une faiblesse physique ou mentale. Il influe sur la vie quotidienne des personnes concernées et peut se traduire par une dépendance aux autres pour accomplir des gestes quotidiens comme s'habiller ou se nourrir. Le handicap est la deuxième cause de discrimination recensée par le Défenseur de droit, qui est une autorité administrative indépendante qui est dirigée actuellement par Jacques Toubon, et ce principalement dans l'emploi. En France, c'est la première cause de discrimination recensée par ce dernier. Les personnes en situation de handicap sont victimes quotidiennement de discrimination.
Une discrimination active, qui est par exemple le refus d'accès à un prêt ou à un emploi, ou la discrimination passive, le regard ou un comportement impoli. Nous accueillons aujourd'hui notre témoin Naomi Gros, qui a accepté de nous parler de ce qu'elle a vécu. Ma famille est lourdement touchée. Ma demi-sœur de 6 ans est atteinte d'un handicap moteur. Le matin, elle va à son école et l'après-midi dans une école spécialisée, ayant des ordinateurs à la place des cahiers. Elle est dans l'incapacité de pouvoir tenir un crayon dans sa main. Les enfants de sa classe ne l'acceptent pas. Pourtant, bien intégrés, ils ont même mis en place une pétition pour pouvoir l'exclure. C'est inacceptable. Mon père a 55 ans. Demandeur d'emploi, étant jeune, il a fait un bac+6. Il a 30 ans d'expérience professionnelle, il a été victime d'un AVC et les urgences ont eu beaucoup de retard. Il a été pris en charge seulement 36 heures après. Et il s'ensuit des problèmes gastriques avec amputation du fémoral bilatéral. Aujourd'hui, il a des problèmes de transport collectif, car ils sont inadaptés. Ainsi, il a eu la chance de trouver un travail. Son employeur lui a quand même dit « Tes collègues ne te feront pas de cadeaux ». Une expérience a été menée sur 34% de la population sur la discrimination dans le monde professionnel. 56% des femmes handicapées de 18 à 65 ans sont victimes de discrimination. 41% des hommes handicapés de 18 à 65 ans sont victimes de discrimination. Et enfin, 19% des handicapés de 55 à 65 ans sont victimes de discrimination. Avez-vous déjà pris recours à des solutions pour aider vos proches ? Oui, j'ai plusieurs fois contacté l'association aux adultes handicapés qui, à l'aide des finances de l'État, aide les personnes handicapées pour qu'ils aient une vie plus normale. Il me semble aussi qu'il y a plus de 10 ans, la loi handicap, qui est numéro 2005, exprime l'égalité des droits et des chances, la participation à la citoyenneté des personnes handicapées a été votée. Elle contient environ plus de 100 articles. En effet, la discrimination au handicap est lourdement sanctionnée. Le travailleur handicapé victime de discrimination, si celle-ci est avérée, dispose de 2 recours. Le recours pénal, le travailleur handicapé porte plainte auprès d'une autorité de police. L'auteur de la discrimination risque une peine d'emprisonnement de 3 ans et une amende de 45 000 €. Ou bien le recours civil. En matière de droit du travail, le travailleur handicapé peut saisir le Conseil des prud'hommes afin d'obtenir des dommages et intérêts. On va voir maintenant si le handicap physique et le handicap cérébral sont similaires et si les discriminations sont semblables. On verra ça avec Morgane, Amélie et Marine. Bonjour, je me présente, je suis Morgane Sabiche et je suis ici dans le but de faire passer un message portant sur la discrimination des personnes souffrant de handicap cérébral. Je suis en compagnie de Amélie Rondini, qui est la maman d'un enfant souffrant de dyspraxie, et de Marine Thiel, qui est notre experte. Elles répondront à mes questions. Marine, que pouvez-vous nous dire à propos des handicaps cérébraux ? Un handicap cérébral est une infirmité motrice due à des lésions survenues durant la période périnatale. Aujourd'hui, on utilise plus fréquemment le terme paralysie cérébrale. En France, environ 700 000 personnes souffrent de handicap intellectuel. Ça peut être des retards mentaux, de langage, d'apprentissage ou autres. Les troubles les plus récurrents sont la schizophrénie, les troubles bipolaires, la dépression, les troubles de personnalité ou les troubles obsessionnels compulsifs qui sont dans le langage courant appelés les TOC. Parmi les jeunes de 10-24 ans, 41% d'entre eux déclarent avoir subi une discrimination liée à leur santé ou à un handicap mental. En effet, ces chiffres sont vraiment affolants. Et d'un point de vue personnel, Amélie, que pouvez-vous nous dire ? Bonjour, mon fils de 7 ans s'appelle Thomas. Il souffre de dyspraxie, c'est-à-dire qu'il doit se concentrer pour effectuer correctement les mouvements du quotidien. Par exemple, il a du mal à faire ses lacets, couper sa viande ou même s'habiller le matin. Il peut des fois aussi avoir des mouvements brusques ou involontaires. Il a sa maladie depuis ses 2 ans et se fait discriminer et harceler à l'école par tous les autres enfants. Ses camarades le rejettent à l'école, alors qu'ils n'ont que 7 ans. Il rentre en pleurant le soir. La maîtresse m'a déjà fait part des insultes dont il est victime. Trouvez-vous ça normal que des enfants insultent mon fils de, je cite, « sale handicapé », que d'autres le traitent de monstre, qu'ils ne veulent pas s'asseoir à côté de lui ? Certains même le poussent et le pincent. Malgré les mesures mises en place par la maîtresse, le harcèlement perdure. C'est vraiment très triste de voir à quel point les enfants peuvent être méchants entre eux. Comment le vit votre enfant ? Et vous alors, comment vivez-vous cette situation, si ce n'est pas indiscret bien entendu ? Thomas vit très mal cette différence. Il n'y a aucun moment où il le considère comme quelqu'un de normal. Sa maladie le suit partout et il n'y a aucun moment où il peut l'oublier, car tout le monde le dévisage la journée. Du point de vue d'une maman, voir son enfant souffrir est un véritable déchirement. J'en souffre beaucoup moi aussi. Et d'un point de vue global,
Comment la discrimination de la santé mentale se manifeste-t-elle? D'un point de vue général, les personnes souffrant de handicap cérébral sont discriminées au travail car les employeurs peuvent être gênés par des absences répétées des malades, même si cela est plus une excuse, car dans le fond, la plupart des gens rejettent les malades car cela les dérange. Ils ne veulent pas rester avec eux pour une question d'image ou d'éthique de leur entreprise. Dans la rue, ils sont dévisagés comme des bêtes de foire, et les malades ressentent perpétuellement ce fait d'être rejetés. Ils ne sont jamais tranquilles, et puis je suppose qu'Amélie pourra nous confirmer cela. En effet, nous vivons cela tous les jours avec mon fils. Je trouve cela injuste et attristant. Ce n'est en rien sa faute. Mais y a-t-il eu des lois ou des actions mises en place pour pallier à ce problème? Alors, lorsque la discrimination est commise dans un lieu accueillant du public, les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Les entreprises de 300 salariés ou plus ont même l'obligation d'embaucher une personne handicapée au risque d'une amende. Le travailleur handicapé victime de discrimination dispose d'un recours pénal. Il peut porter plainte auprès d'une autorité de police. La discrimination au handicap est lourdement sanctionnée. Elle est punie de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende, d'après l'article 225 du Code pénal. Il a aussi accès au recours civil. Le travailleur handicapé peut saisir le Conseil des prud'hommes afin d'obtenir des dommages et intérêts. Il peut s'adresser à l'inspection du travail, un délégué syndical ou une association de lutte contre la discrimination. Bien que des lois aient été mises en place, la discrimination continue. Les gens ne comprennent pas que cela est déjà dur de porter une différence avec soi. Et là, ils la soulignent tous les jours par leur comportement, leur regard et même leur jugement. Je trouve que si chacun faisait preuve d'un peu plus de compassion, ou tout simplement d'humanité, cela faciliterait la vie de toutes ces personnes qui ne devraient pas se demander si elles vont être acceptées ou si on va les rejeter. Nous sommes nés différents mais égaux. Tout le monde le dit mais personne ne le pense réellement. Et pour mon fils, je trouve cela révoltant. Je suis bien d'accord. Le comportement des gens est aberrant. Il faudrait trouver d'autres solutions pour venir en aide aux personnes victimes de discrimination, qu'elles soient handicapées cérébrales ou victimes de n'importe quelle autre discrimination. Grâce à vos précieux témoignages et aux informations, le message que nous donnons via l'émission va, je l'espère, faire comprendre à tous ces gens qui discriminent d'autres personnes que leurs actes sont faibles et méchants. Cela pourra leur faire comprendre à quel point cela est suffisamment dur pour qu'en plus qu'on se fasse juger perpétuellement. Les personnes souffrantes de la pathologie cérébrale sont comme chacun d'entre nous. Il nous faudrait rien laisser passer aux gens qui manifestent une animosité envers les personnes handicapées pour qu'elles se sentent parfaitement intégrées. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On souligne que certaines personnes ne sont pas très sympas face à la maladie. Le physique, le handicap, si seulement il n'y avait que 2 sortes de discrimination. Hélas non, on voit de nos jours une discrimination raciale qui peut être causée par la religion ou la couleur de peau. C'est ce qu'on verra avec Umaima, Suleiman et Emerson, Elisa, Grune, Elisa Ingrao et Camille pour la race, Maëlle, Cassandra et Claire pour la religion. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver comme chaque mercredi. Nous nous retrouvons aujourd'hui en présence de 2 victimes de discrimination à propos de leur origine et de leur couleur de peau, Suleiman et Emerson. Le racisme et la xénophobie, nombreux sont ceux qui sont confrontés au quotidien. Il semble difficile de changer les comportements malgré les textes de loi qui viennent lutter contre ce phénomène. La discrimination repose sur des préjugés n'ayant aucun fondement dans la réalité. On stigmatise les gens en les rangeant dans des catégories. Par exemple, la ségrégation raciale rejette les personnes dont la couleur ou la religion sont différentes de celles du groupe de la majorité. Souvent liée à l'origine, la discrimination mine la confiance des personnes qui la subissent dans la vie de tous les jours. 2 d'entre eux vont vous faire part de leurs difficultés. Voici leur témoignage. Dans un premier temps, Suleiman va vous parler de ses difficultés à trouver du travail. Bonjour. Je ne veux pas me dire que tous les employeurs sont racistes, car le chemin reste long, notamment en matière de racisme. L'origine ethnique restant le premier facteur de discrimination au travail jusqu'à nous faire douter. J'ai 30 ans et je suis quand même soucieux d'éviter toute victimisation. Au chômage depuis 2 ans et demi, je cherche un poste de cadre dans une banque. Toujours aucune piste à l'horizon, après quelques 3000 candidatures et une 50aine d'entretiens. Je ne veux pas me dire que c'est parce que je suis noir que je n'ai pas de boulot, et que les 50 employeurs étaient racistes, d'autant qu'il n'y a jamais de preuves. Quand je rappelle les employeurs pour connaître les raisons de leur refus, leurs réponses restent évasives, voire contradictoires. Avec les échos des autres candidats, il ne faut pas crier au racisme tout le temps, mais qu'il y en ait, c'est incontestable. Et maintenant, nous allons écouter Emerson Rose qui va nous faire part de son quotidien et vous donner quelques conseils pour combattre cette discrimination. Bonjour, je m'appelle Emerson Rose et au cours de chaque jour, je suis cible de nombreuses insultes raciales, de regards malveillants et de mise à l'écart.
Quand je révèle mon lieu de naissance, me voilà embarquée dans un interrogatoire policier sur mon arbre généalogique. On peut être française et de couleur pourtant. Parfois, on m'offre gentiment une boîte de thé et on me dit « Tiens, c'est du thé des sables, ça te rappellera ton désert natal alors que je suis née dans le Loir-et-Cher. » Et maintenant, je vais vous donner quelques conseils pour combattre cette discrimination. Tout d'abord, la mixité sociale à l'école est un moyen de mettre en contact des enfants d'origine culturelle et sociale différentes, pour que l'école reste un lieu d'égalité et un modèle d'ascension sociale pour tous. Dans le milieu de l'entreprise, le CV anonyme permet de mettre en avant les compétences du candidat en mettant de côté son origine ethnique, son lieu d'habitation, son âge et son physique. Souleymane, auriez-vous des informations sur les différentes sanctions possibles que peuvent avoir les acteurs de la discrimination? En effet, j'ai eu quelques informations sur ce sujet en me renseignant après m'être moi-même fait discriminer. En France, le droit pénal réprime les actes qui sont une manifestation de racisme. Le discriminateur peut encourir une peine de prison pouvant aller jusqu'à 3 ans et il peut également recevoir une amende de 45 000 € et peut être interdit de voter ou même d'exercer une fonction publique. Merci pour ces informations, Souleymane. Et merci beaucoup à nos 2 intervenants qui ont accepté de témoigner afin de sensibiliser un plus grand nombre de personnes aux méfaits de la discrimination. Bonjour, je m'appelle Camille, je suis juge, je travaille dans un tribunal parisien. Je confirme la définition de la discrimination raciale que nous a clairement expliqué Oumaima, ainsi que les sanctions encourues. Je vais citer quelques exemples de discrimination. Le refus de fournir un bien ou un service à cause de la race, le refus d'embaucher en raison de la race, sanctionné ou licencié à cause de critères tenant à la race. Je passe maintenant la parole à une personne qui a été victime de discrimination raciale et qui a bien voulu nous en parler. Bonjour, je m'appelle Elisa Grune, j'ai 25 ans et je suis d'origine marocaine. J'ai été victime de discrimination dans mon passé, je suis là pour vous raconter mon histoire. Il y a environ 5 ans, je sortais avec un groupe d'amis en boîte de nuit pour nous changer les idées. Nous attendions dans la file d'attente pour entrer dans la boîte comme toutes les autres personnes, à part quelques VIP. Ce fut à notre tour, le vigile nous salua, jeta un rapide coup d'œil et lorsqu'il me vit, il sourit et demanda si j'étais venue avec mes amis, donc si j'étais avec eux. Ils répondirent que oui, évidemment. Et le vigile nous refoula au motif que nous n'étions pas des habitués. Nous avons essayé de discuter, mais le videur n'a rien voulu entendre, alors même que nous étions mieux habillés que certains qui entraient. Je compris alors que c'était moi qui les gênais et j'ai décidé de porter plainte au plus vite et de faire appel à une association qui a pu m'aider dans cette situation. J'ai donc choisi SOS Racisme et je laisse la présidente de cette association qui m'a beaucoup soutenue vous en dire plus. Encore merci à elle. Bonjour, je suis Elisa Ingrao, la présidente d'une association qui lutte contre cette discrimination. Il s'agit d'SOS Racisme. Cette association a été créée en 1984. Nous nous sommes donnés pour but de soutenir et d'aider le développement d'une république métissée. Cette lutte s'applique envers toutes les communautés, quelles que soient les pratiques et les croyances religieuses. Nous menons des actions permettant de faire changer les choses, soutenir et défendre les valeurs de la République. Je rappelle quand même qu'une victime est en droit de porter plainte. L'auteur d'une infraction peut être condamné à 3 ans de prison maximum et 50 000 € d'amende. Pour cela, vous devez vous déplacer auprès d'un commissariat ou d'une gendarmerie. L'agent en charge de votre plainte se chargera de l'enregistrer et de la transmettre au procureur de la République. Ce dernier pourra déclencher une enquête et des poursuites pénales à l'encontre de l'auteur de la discrimination. Vous pouvez faire appel à une association qui vous accompagnera dans vos démarches et défendra vos droits comme nous. Si vous pensez être victime de discrimination, contactez-nous immédiatement au 07 80 25 45 96 ou sur notre site sosracisme.com. Bonjour, je me présente, je m'appelle Hélène Dubois, journaliste. Je suis à la recherche d'experts en discrimination religieuse pouvant m'apporter des réponses à mes questions afin de réaliser le débat de ce soir. Seriez-vous d'accord de m'éclairer sur ce sujet? Bonjour, bien sûr. Bonjour, bien évidemment. Qu'est-ce que la discrimination religieuse? Alors pour faire simple, la discrimination religieuse peut se définir comme l'action de distinguer des êtres vivants à partir de critères ou caractères distinctifs. Si on applique la discrimination à la religion, la distinction réalisée sera faite uniquement au regard de la religion de l'individu. Qui en est victime? La France est un pays où se regroupent plusieurs religions différentes et dans laquelle plusieurs personnes se disent victimes de discrimination religieuse. Ces victimes sont le plus souvent les personnes qui pratiquent des religions minoritaires, outre que la religion chrétienne. Qui en est l'auteur? Les auteurs de cette discrimination religieuse sont les personnes peu ouvertes d'esprit sur les religions voisines, c'est-à-dire toutes les personnes ayant des clichés envers les personnes d'autres religions.
Comment sont-ils victimes? Le plus souvent, elles en sont victimes par l'emploi d'insultes, mais cela se retrouve également au niveau de l'embauche lors des entretiens et de la découverte du CV, par leurs identités qui fait le plus souvent référence à une apparence religieuse. Que fait-on en France pour lutter contre cette discrimination? Il faut savoir que la discrimination religieuse est interdite par la loi française. Les victimes de discrimination religieuse doivent donc agir contre leur auteur. En France, il existe donc un code pénal qui sanctionne les discriminations fondées sur la religion par une peine maximale de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Article 225 alinéa 1 à 225 alinéa 4 du code pénal. Il existe également des associations telles que Amnesty qui soulignent les difficultés d'accès à l'emploi que rencontrent les musulmans en France. Les femmes qui portent le voile sont les plus concernées. Pour conclure, en France, malgré tous les dispositifs mis en place, les discriminations contre les religions persistent. Pour cela, il est donc important de donner un sens particulier à cette question, celle de savoir que faire en cas de discrimination religieuse et tenter d'abolir les problèmes restants. Merci de m'avoir éclairé sur ce sujet. C'est bien triste de voir des êtres humains juger d'autres êtres humains, mais que peut-on dire? Cette tolérance n'a pas été instruite dès le plus jeune âge. Et l'école, comment gère-t-elle ces cas de discrimination? C'est ce qu'on va voir avec Roxane, Myriam et Déborah. Je me présente, je m'appelle Leliève Déborah, psychologue depuis 10 ans. À plusieurs reprises, je suis intervenue à l'aide de plusieurs étudiants qui souffrent de la discrimination à l'école. Celle-ci intervient lorsque plusieurs individus se moquent d'une personne à propos de sa différence. Quelle différence peut-on observer à l'école? On peut observer plusieurs différences comme des moqueries sur le physique, la santé, l'origine, la religion, les notes ou encore la sexualité et plein d'autres encore. Dans l'enceinte de l'établissement, les élèves sont protégés par la loi de la laïcité qui, je cite, garantit la liberté de conscience, l'égalité et un regard neutre sur les croyances religieuses. Mais comme nous le savons tous, cette loi est respectée la plupart du temps, mais souvent les professeurs ou personnes encadrant les élèves ne voient pas forcément ces discriminations. Nous avons en notre présence Myriam, une jeune fille qui a été discriminée pendant sa jeunesse, et elle va nous expliquer son histoire. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de mon histoire. Quand j'étais petite, je voyageais beaucoup avec ma famille et je changeais de pays assez souvent. J'ai un léger accent, je pense que vous pouvez l'entendre. Quand je suis arrivée en France, mon français n'était pas parfait et ça m'a fait défaut. Mais alors, comment les autres ont réagi quand vous êtes arrivée à l'école? Au début, j'étais un peu renfermée. Enfin, c'est normal, je suis nouvelle dans un pays où je ne parle pas la langue parfaitement, donc j'étais seule. Évidemment, je ne suis pas aimée de tout le monde. Et certaines personnes me l'ont fait comprendre par des insultes, des gestes déplacés et d'autres encore. Elles faisaient des remarques en classe, quand je me trompais de verbe ou confondais un mot. Elles le racontaient à d'autres personnes qui faisaient diffuser l'information comme quoi je ne savais pas parler. Elles critiquaient aussi la façon dont je m'habillais, car selon elles, je ne suis pas à la mode en France. À cause de ça, j'ai remarqué que le peu d'amis que j'avais se sont éloignés, et donc j'étais seule dans ma peine. Mais comment ces insultes vous ont changé? Au début, je ne sais pas faire, mais quand je m'énervais, ça les amusait, ces méchantes personnes rigolaient derrière mon dos. J'ai décidé par la suite de ne plus rien dire, car je remarquais que ça n'avait aucun effet. On aurait dit que pour moi, j'avais pris l'habitude, mais au fond, j'étais très triste. Déborah, pouvez-vous donner un conseil pour les personnes qui subissent ça et nous dire comment on peut arrêter ce genre de discrimination? Je dirais tout d'abord que pour les personnes se trouvant dans ce genre de situation, devraient tout d'abord en parler à des proches, ou à des professeurs ou à l'infirmière, en tout cas à un adulte de confiance au sein de l'établissement. Pour ma part, certains élèves m'ont appelé pour être écoutés, malheureusement pour eux. Pour le discriminateur, des sanctions seront prises selon l'amplitude de la situation. Tout d'abord, il peut passer au conseil de discipline ou si la victime s'est mise en danger, ce sera alors pris en charge par l'État. L'école ne montre pas assez que pour un couple heureux, on doit forcément être une fille et un garçon. Depuis quelques années, les établissements soutiennent les élèves sur la liberté de leur sexualité. Mais comme toujours, il y a encore des remarques sur ces personnes qui ne sont pas amoureuses comme les autres. Voyons de plus près les discriminations sexuelles avec Emma, Maëlys et Christelle. Bonjour, aujourd'hui nous allons nous intéresser à la discrimination sexuelle, le plus souvent connue comme étant l'homophobie, qui est un rejet de la différence au même titre que la xénophobie, le racisme, le sexisme,
les discriminations sociales liées aux croyances religieuses par exemple. Pour cela, nous allons accueillir chaleureusement Emma, qui est venue sur le plateau témoigner de sa situation. Pour commencer, parle-nous de toi Emma, si je peux te tutoyer. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir parmi vous aujourd'hui. J'ai donc 20 ans et je suis étudiante en médecine depuis maintenant 2 années. Je suis venue ici pour parler de mon expérience en tant que bisexuelle. Depuis quand l'êtes-vous ? Je ne sais pas vraiment. Je pense que cela doit faire maintenant 7 ans que j'ai découvert mon orientation sexuelle. J'ai une attirance pour les hommes et les femmes, mais ça reste quelque chose qui fonctionne surtout au feeling et par personnalité. Comment le vivez-vous au quotidien ? Eh bien, au début, j'ai eu du mal à l'avouer à mes proches, notamment à mon père qui n'est pas très ouvert sur ce sujet, surtout quand il s'agit de sa fille. Mais depuis peu, ils me soutiennent et m'encouragent beaucoup, car j'ai toujours peur du regard des autres. J'ai toujours cette impression d'être observée et jugée quand je suis en compagnie d'une personne de même sexe. Nous savons que le regard est toujours un point dans ce genre de relation. Mais est-ce là le seul point qui dérange les LGBT ? Nous allons demander à Madame Itrowski, une psychologue venue de Paris spécialisée dans les orientations sexuelles, de nous éclairer. Bonjour, je suis ravie d'être en votre compagnie. J'ai entendu votre témoignage, mademoiselle Emma, et si je peux me le permettre, je définirai votre situation comme étant classique. Vous avez beaucoup de chance que votre famille vous soutienne et vous comprenne, même si cela n'a pas toujours été le cas. Comment s'est passée l'annonce de votre différence ? J'en ai tout d'abord parlé à mes meilleurs amis et je l'ai fait comprendre à ma mère petit à petit. Mes amis m'ont donné confiance en moi, ce qui m'a permis d'avancer sans me blâmer, mais également de l'annoncer officiellement à ma famille. Mon père ne l'a pas accepté. Il a fallu attendre mes 18 ans avant qu'il ne me critique plus sur cela. Vous avez beaucoup de chance qu'il ait changé son regard sur votre orientation sexuelle. Ce n'est pas le cas pour beaucoup de personnes qui se voient rejetées de la famille par ceux qui les ont mis au monde. Je vois souvent sur les réseaux sociaux des personnes LGBT qui postent les différentes discriminations qu'ils ont subies. Que pouvez-vous nous répondre, Madame Itrowski ? Alors, il existe une multitude de discriminations telles que des visages défigurés, la déshumanisation ou encore les attaques. Je note les cas les plus extrêmes que nous allons vous lire. Vous pourrez constater que ce ne sont pas de simples insultes. Un jeune homme trans est assis avec sa copine sur ses genoux. Ça dépasse le stade de la maladie. Ça fait peur. Et en plus, il était velu comme un macaque. Marco reçoit beaucoup d'insultes et de remarques désobligeantes, que ce soit de ses proches ou même de son patron qui se sert de cette faiblesse. Il dit à plusieurs reprises « Moi, si j'étais ton père, je te brûlerais. Tu es un gâchis de la société. » Malheureusement, cette forme de discrimination a toujours existé, que ce soit durant la Seconde Guerre mondiale ou en Tchétchénie, dont on parle beaucoup ces derniers temps. On apprend que les autorités massacrent et torturent les homosexuels. Je me rappelle également d'une tuerie dans une boîte de nuit LGBT à Orlando. Je crois que c'était en juin 2016. Il devait y avoir une 50aine de morts et énormément de blessés. C'était avec horreur que j'avais appris la nouvelle. L'un de mes patients y a perdu la vie. Il y était pour ses vacances. Je suis navrée. Ces victimes de ce malheur non justifié se retrouvent isolées et rejetées lorsque cela n'en vient au massacre. Ont-ils un moyen pour trouver de l'aide ? Ces personnes peuvent s'orienter vers des sites pour parler avec d'autres personnes qui sont eux-mêmes touchées par cette discrimination. Ils peuvent témoigner de leur expérience. Il existe également des numéros qui permettent de communiquer avec des spécialistes dans le domaine. Toutes ces méthodes sont totalement anonymes. Je me souviens d'une association qui était intervenue dans mon collège à ce sujet, mais je ne sais plus trop son nom. Effectivement, les associations se multiplient. Elles sont en partie là pour vous écouter lorsque vous en sentez le besoin, de parler ainsi que de donner des conseils. Par exemple, Couleur Gay est une association qui se situe à Metz. Vous pouvez la contacter de plusieurs façons, que ce soit sur le site couleurgay.fr ou par téléphone au 03 87 17 46 85. Vous avez été nombreux à nous envoyer vos témoignages, mais malheureusement, le temps nous manque. On a pu voir que notre société n'est pas assez ouverte et ne punit pas suffisamment l'homophobie. C'est pour cela que nous avons besoin de vous pour soutenir ces personnes qui veulent juste être acceptées telles qu'elles sont. Je vous remercie de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages ou vos réactions portant sur le prochain sujet. Au revoir et bonne journée. Ce qu'on peut relier au sexe est la discrimination entre hommes et femmes, puis les discriminations de classe sociale. Premièrement, nous nous appuierons sur les discriminations hommes-femmes jusqu'en 1960, puis ce que nous observons de nos jours, et enfin nous finirons par observer les classes sociales. On va faire cela avec Pierre Baptiste, Jonathan Marion,
Anthony Boubaker, Marc, Dylan et Julien. Bonjour à tous, je suis juge dans un tribunal français et pour pouvoir parler de discrimination sociale, il faut d'abord expliquer ce qu'est la discrimination sociale. Discriminer signifie dans le langage commun distinguer, mais dans le langage juridique, on parle de discrimination lorsqu'une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre, dans une situation comparable et que cela ne se justifie pas. Dans le domaine social, les discriminations commencent dans le système éducatif. Il y a aussi une discrimination par la classe sociale. En effet, la mixité sociale est faible. Dans les grandes écoles, il y a une majorité des gens issus des classes élevées, ce qui provoque une différence dans la classe sociale. Beaucoup d'adolescents se posent la même question. Quel est le regard des autres sur moi ? Nous avons recueilli le témoignage de Kevin, jeune adolescent qui parle de la discrimination à l'école. Merci de m'avoir accueilli pour que je puisse faire part de mon expérience sur la discrimination. Alors, quand j'étais petit, les autres avaient des habits de marque alors que moi, je n'en avais pas. Tout simplement parce que mes parents étaient de simples employés et qu'ils n'avaient pas les moyens. Les autres m'insultaient et pendant ce temps, moi, je m'isolais facilement des autres groupes. Avoir des amis, ça, je ne connaissais pas. La pire chose qui m'est arrivée, c'est quand j'étais à la cantine et que tout le monde me montrait du doigt à cause de mes vêtements. En effet, cette discrimination apparaît souvent dans les établissements scolaires. Et le fait que je ne m'habille pas comme les autres à la mode provoque de la discrimination. Moi, je ne veux pas être un mouton, je ne veux pas suivre les autres. Le fait qu'on ait chacun son style, sa propre personnalité et ses touches personnelles ne méritent pas de la discrimination. De plus, le professeur au collège nous parle également d'une autre discrimination dans le milieu scolaire. Les cas de jeunes étudiants ne pouvant pas se payer de leurs études ne sont pas rares, ce qui les empêche d'aller au bout de leurs projets et les mettre de côté dans la société. Donc ça les met en difficulté également pour avoir un emploi qualifié. Certaines écoles permettent un apprentissage plus approfondi, mais malheureusement, seules les personnes aisées et de classe sociale élevée peuvent se permettre d'y intégrer leurs enfants et ainsi leur assurer un meilleur avenir que certains autres étudiants. Il y a un décalage qui provoque des discriminations envers les personnes qui ont peu de moyens. Il existe quelques solutions qui peuvent contrer le phénomène de discrimination sociale. Il faudrait donc apprendre aux enfants les différences sociales et leur expliquer que tout le monde n'a pas les mêmes moyens. De plus, nous, fonctionnaires, pouvons favoriser les groupes discriminés. C'est la discrimination positive, qui est le fait de favoriser certains groupes de personnes victimes de discrimination systématique de façon temporaire, en vue de rétablir l'égalité des chances. Pour moi, ce qui serait bien, c'est de faire porter des uniformes à toutes les classes, à tous les enfants des établissements pour qu'il y ait plus d'homogénéité et que pour plus aucun enfant ne souffre de discrimination comme moi je l'ai eu par le passé. Il faudrait également enseigner dès le plus jeune âge aux enfants de ne pas se moquer des autres qui sont différents d'eux. Eh bien, ce qu'on peut retenir de l'émission d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas qu'une sorte de discrimination, mais au moins une dizaine, comme la discrimination par rapport au physique, au handicap, à la classe sociale, à la sexualité, à l'école, à la couleur de peau ou encore à la religion. Si jamais vous êtes dans un des cas que je viens de citer ou un autre, n'hésitez pas à contacter le personnel de votre école ou un adulte ou alors un professionnel. Merci à tous nos intervenants et on se retrouve une prochaine fois. Au revoir.